Bien, bonjour à tous. On va commencer donc cet événement dédié à la sobriété énergétique. Merci d'avoir répondu présent pour ce 6e volet de notre cycle événementiel dédié du coup à l'environnement. Avant de passer la parole aux différents speakers qui ont amicalement répondu présent à l'invitation de Léonard ce soir pour s'exprimer sur le thème qui nous réunit, donc la sobriété énergétique, degré ou de force. Je vais simplement reposer le contexte ainsi que les thématiques principales qui seront abordées pendant cette conférence. Cap donc ce soir sur le concept de sobriété énergétique qui nous a semblé pertinent de mettre en dialogue avec le sujet des énergies renouvelables et celui de l'efficacité énergétique. Puisque évidemment le constat est sans appel, la crise écologique dont nous sommes tous le témoin est directement liée à des modes de consommation et à des scénarios de développement qui n'ont rien de durable. En témoigne d'une part la hausse des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux activités humaines et au recours trop massif aux énergies fossiles dont la combustion, je le rappelle, est à l'origine de 2/3 des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale. En témoigne aussi également l'accès de plus en plus stratégique à des ressources en énergie fossile qui, tous les jours, s'amenuisent et qui favorisent les inégalités et les tensions sur la scène géopolitique. Dans ce cadre, du coup, on note que ces dernières années, les démarches ont été nombreuses pour favoriser l'atténuation du changement climatique. Ces démarches, elles s'appuient pour une part sur une refonte presque totale des modèles d'offres et de demande en matière d'énergie et sur une réflexion sur les infrastructures qui la sous-tendent. C'est ce qu'on désigne communément comme la transition énergétique. Pour supporter cette fameuse transition énergétique, la France entend produire des efforts importants en matière d'efficacité énergétique, notamment dans les bâtiments, mais aussi de sobriété énergétique en incitant et les individus et les entreprises à modifier leur comportement. Cette fameuse transition énergétique, elle vise aussi à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à diminuer la part des énergies fossiles dans le mix. Ce sera donc sur ces 3 démarches complémentaires que nous reviendrons ce soir en illustrant le concept et les applications de l'efficacité énergétique, dont je rappelle la définition. L'efficacité énergétique englobe toutes les solutions et pratiques qui favorisent la réduction de la consommation d'énergie des systèmes tout en maintenant un niveau de performance équivalent. On précisera également de quelle manière émerge la notion de sobriété énergétique et comment cette notion vient compléter l'approche dite d'efficacité énergétique en se focalisant sur les comportements individuels. Et enfin, nous nous demanderons comment, dans un monde de plus en plus sujet aux tensions géopolitiques et géoéconomiques liées aux politiques de l'énergie et du climat, l'accès et la consommation d'énergie plus propre peuvent advenir. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Marc-Antoine Elmazega, qui est directeur du Centre Énergie et Climat de l'IFRI. Marc-Antoine nous rejoindra en cours de conférence puisqu'actuellement on rencontre des petits soucis du côté du réseau. Benjamin Tinck, fondateur et CEO du Good Tech Lab. Bonjour Benjamin. Antoine Debroff, qui est responsable technique et innovation d'Omexom. Antoine nous rejoint également sur le live en cours de conférence. Et Stéphane Bally, membre de la compagnie des Négawatts. Bonjour Stéphane. Bonjour. Je ne sais pas si Marc-Antoine est avec nous. Non, je propose du coup de commencer cette conférence en vous laissant la parole directement. Benjamin, vous êtes donc le fondateur du Good Tech Lab, un think tank qui explore les innovations technologiques et leur apport aux transitions en cours. Vous êtes aussi l'un des auteurs de l'étude Emerging Trends de Léonard, qui est consacrée au clean tech et au climate tech dans la construction, les mobilités et les énergies. Je vais vous laisser la parole pour nous détailler quelles technologies et solutions innovantes impactent ou impacteront demain
nos systèmes productifs, le stockage et la distribution des énergies que nous produisons. Merci Camille et bonjour à tous. Alors, je vais faire un partage d'écran. Vous allez confirmer que ça marche bien. Est-ce que vous m'entendez tous et est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Si personne ne râle, oui. Je considère que c'est bon. Oui, c'est bon, ça fonctionne? Ok, parfait. Très bien. Donc, j'ai la lourde tâche de commencer cette conférence à la place de Marc-Antoine qui a quelques petits soucis techniques. Ça va vous faire entrer directement dans le vif du sujet technologique, même si, évidemment, poser le problème de façon plus macro aurait été un petit peu plus facile pour rentrer dedans, mais je vais faire de mon mieux pour pas être trop abrupt. Donc nous, chez Goutaclam, effectivement, on s'occupe d'analyser, d'étudier les différentes tendances technologiques qui peuvent contribuer à la transition climatique et énergétique et à résoudre les grands problèmes de société. On a coproduit une étude avec Léonard, l'Emerging Trends numéro 5, qui est sorti il y a quelques semaines, qui faisait un petit peu un tour d'horizon des nouvelles tendances dans le domaine des clean tech et des technologies au service du climat. Je vais vous livrer ici un petit extrait de ce qu'on a publié à l'intérieur de cette synthèse. Évidemment, par souci de concision, je ne pourrais pas passer en revue l'ensemble. Donc, j'ai fait un petit focus sur quelques-unes des technologies qui permettent de décarboner le mix énergétique et électrique et d'aller vers un meilleur stockage des énergies notamment. Je laisserai aux autres intervenants le soin d'aller davantage en détail sur les questions d'efficacité et de sobriété qui sont tout aussi importants. On peut pas tout résoudre avec de la technologie. On a besoin d'appuyer très fort sur la technologie, la sobriété, l'efficacité, les usages, le politique, etc. Mais là, puisque c'est mon rôle, je vais rentrer sur... Allô? Pardon? Très bien. Non, c'est bon? Ok. Tout va bien? Je ne me vois pas à l'écran quand j'ai entendu quelqu'un qui parlait. Ou alors il y a quelqu'un qui doit peut-être se mettre en mute. J'arrive pas à voir qui c'est. Bon, je considère que j'avance. Ouais. Ok. Ok, ça roule. Ça roule. Okay. Oui, alors il y a quelqu'un qui devrait se mettre en mute. Je sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui dit ça roule. Bon, c'est pas grave. Je continue. Okay. Donc. Ok, ouais. bon. Ouais. Ouais. Ah. Ouais. Oula, pardon. Ok, super. D'accord, très très bien. Ouais, parfait. Parfait. Allô? Ok. Allô? Vous m'entendez toujours? Je ne sais pas si je suis toujours à l'écran. Allô? Voilà, pardon, je pense que je viens de couper le micro de Stéphane, j'espère qu'il n'en voudra pas. Donc oui, je disais que j'allais rentrer sur les sujets davantage technologiques. Donc, pour faire un petit tour d'horizon, quand on parle de décarbonisation du mix énergétique, la première chose à laquelle on pense, c'est les énergies renouvelables. Donc, évidemment, elles se développent de façon exponentielle déjà aujourd'hui. On sait que le coût d'installation et de développement des énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, ont drastiquement baissé ces 10 et 15 dernières années. Reste quelques contraintes sur lesquelles butent les énergies électriques renouvelables qu'il faut arriver à dépasser. Notamment, une de ces contraintes, c'est la limite de l'emprise, enfin, que représente l'emprise au sol de ces énergies renouvelables, le fait qu'il faut une surface relativement importante. Donc, une partie de l'innovation se concentre sur aller chercher des sources additionnelles et augmenter l'efficacité de ces sources d'électricité renouvelables. Donc, si on prend le cas de l'éolien, par exemple, un des grands leviers pour arriver à occuper de la surface productive de façon électrique, c'est d'aller taper sur l'éolien offshore, qui historiquement était beaucoup plus cher et toujours plus cher que l'éolien terrestre.
mais on observe une réduction de plus en plus accélérée des coûts et notamment des nouvelles technologies qui permettent, par exemple, de s'affranchir d'avoir à construire des fondations très complexes en béton en milieu marin en faisant reposer les éoliennes sur un système de flotteurs, par exemple, comme vous pouvez voir sur cette photo. Dans le cas du solaire, qui a la même problématique d'emprise au sol, alors évidemment, il y a aussi la problématique de l'intermittence du solaire et de l'éolien, mais je ne reviens pas dessus. Je pense que si vous vous intéressez à la transition énergétique, vous êtes familier. Mais sur la question de l'emprise au sol du solaire, un des leviers, c'est de pouvoir notamment augmenter encore davantage l'efficacité de ces panneaux par différents types de technologies. Donc, vous avez par exemple ce qu'on appelle les perovskites, qui sont des matériaux cristallins qu'on vient ajouter sur les panneaux de photovoltaïque en silicone et qui peuvent augmenter d'à peu près d'un tiers l'efficacité de ces panneaux. Vous avez d'autres technologies comme le photovoltaïque à concentration. Vous avez des matériaux qui peuvent concentrer les rayons de la lumière de manière à pouvoir, je crois que l'ordre de grandeur est de 50 ou 60% d'augmenter l'efficacité. Et le thermophotovoltaïque, c'est un petit peu plus lointain. Mais donc là, vous pouvez gagner un petit peu d'unité de surface en augmentant l'efficacité de ces sources électriques. Alors, ce sont les deux principales sources d'électricité renouvelable auxquelles on pense généralement, le solaire et le photovoltaïque. Évidemment, se pose la question de leur intermittence et donc du stockage. Quand on pense à stockage d'électricité ou stockage d'énergie, en général, on pense en premier lieu aux batteries, et notamment aux batteries au lithium, puisque c'est un petit peu la star du moment en termes de stockage et qu'il y a vraiment des courbes assez impressionnantes de réduction des coûts du lithium-ion. Grosso modo, les coûts ont été divisés par 10 sur les 10 dernières années. Il reste un certain nombre de problèmes, la durée de vie relativement limitée de ces batteries, certains aspects de sûreté liés au caractère inflammable et explosif de certaines de ces batteries, et un enjeu de durabilité, de recyclage. Et notamment ce qui vraiment sur le réseau électrique est un gros problème, c'est que c'est extrêmement coûteux à déployer à très grande échelle pour équilibrer le réseau au-delà de quelques heures ou sur des périodes de très court terme. Vous avez un certain nombre quand même de technologies intéressantes qui permettent d'améliorer soit les batteries au lithium, soit de développer des nouvelles technologies comme les batteries au sodium. Mais l'essentiel de ces applications, même si on peut les envisager sur des usages de batteries stationnaires, comme Tesla a pu le faire sur le Powerwall ou on voit sur ce type de pack de batteries qui sont faits pour équilibrer le réseau. Aujourd'hui, une grande partie de ces applications sont quand même sur les véhicules électriques. Donc c'est très important. Évidemment, le véhicule électrique, c'est une part très importante de la transition énergétique, mais c'est pas forcément ça qui va résoudre la problématique de l'équilibrage long terme du réseau. Donc on a besoin d'autres solutions pour résoudre ce qui est vraiment un des nœuds gordiens de la transition vers les énergies renouvelables électriques, c'est le stockage de longue durée du réseau, de l'électricité. Alors, ce qu'on a trouvé de mieux historiquement et qui représente aujourd'hui encore à peu près 95% des capacités de stockage d'énergie dans le monde, c'est le stockage par voie mécanique, et notamment qui utilise la gravité avec les barrages, les stations de pompage associées aux barrages hydroélectriques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près usé la grande partie de la capacité qui est permis par la géographie des différents pays où c'est installé, parce qu'évidemment, vous avez besoin d'un dénivelé, vous avez besoin de bassins, de réservoirs, etc. Donc, c'est pas une solution qu'on peut déployer partout. Par conséquent, vous avez un certain nombre d'entreprises qui essayent d'utiliser le même principe de stockage par énergie potentielle en utilisant la gravité, mais de pouvoir le faire d'une manière qui s'affranchit des contraintes géographiques du pompage-turbinage. Donc, par exemple, une entreprise que vous avez peut-être vu dans la presse parce qu'elle a fait pas mal parler d'elle, qui s'appelle Energy Volt. Ils utilisent un système de grue pour faire monter en altitude des blocs de béton qui vont être stockés sur une espèce de tour de béton que vous allez ensuite descendre un à un pour récupérer l'énergie potentielle et la reconvertir en électricité par la suite. Vous avez ensuite d'autres méthodes de stockage mécanique qui vont utiliser la pression, par exemple de l'air comprimé ou de l'eau qu'on va pomper sous pression dans des anciens puits de pétrole, par exemple. C'est ce que fait Queenet Energy. Toutes ces solutions sont intéressantes, mais elles ne s'affranchissent pas totalement des contraintes de géographie ou d'emprise au sol, puisque vous avez besoin d'avoir soit des sites géographiques très spécifiques, soit d'utiliser beaucoup d'espace. Dans le cas d'Energy Volt, par exemple,
il vous faut grosso modo à peu près une tour de bloc de béton pour 2 éoliennes. Donc, je vous laisse imaginer l'impact sur le paysage à long terme. Ça peut marcher dans certains endroits, mais c'est pas forcément la solution qui, à elle seule, va tout résoudre. Ensuite, vous avez des choses intéressantes dont on parle beaucoup autour des questions d'hydrogène, sur lesquelles je reviendrai après, qui est donc le Power to X, donc Power to Gas ou Power to Liquid. L'idée, c'est de pouvoir utiliser avec des électrolyseurs de l'électricité, notamment dans les périodes où les énergies renouvelables électriques produisent trop, pour produire de l'hydrogène vert et pouvoir ensuite, hydrogène ou ammoniac, vous avez plusieurs possibilités, et ensuite pouvoir le reconvertir en électricité pour le injecter sur le réseau. Et vous avez également ce qu'on appelle les batteries à flux, qui est de façon très synthétique, qui est une forme de pile à combustible un peu sophistiquée, qui permet de stocker de l'énergie de longue durée également. Il y a notamment une boîte financée par Bill Gates qui s'appelle Form Energy qui a vraiment fait des progrès assez conséquents sur cette technologie récemment. Une autre approche du stockage de longue durée, c'est d'utiliser la chaleur, donc pour la chaleur et le froid. Ça, c'est un procédé également dont certains aspects sont maîtrisés depuis un certain temps, puisque c'est ce qu'on fait par exemple dans les stations des concentrateurs solaires. On utilise généralement du sel fondu ou ce genre de matériaux pour stocker la chaleur. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'arriver à convertir de façon très efficiente l'électricité en chaleur ou en froid et de la reconvertir de façon très efficiente. Donc, vous avez un certain nombre de procédés qui sont développés par beaucoup d'entreprises. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail sur toutes, mais vous avez soit utilisé un système de pompe à chaleur assez avancé pour pouvoir stocker de la chaleur, par exemple, dans des sels fondus et du froid dans un liquide gelé, d'utiliser des matériaux qui ont un point de fusion très élevé, ou d'utiliser par exemple des matériaux à changement de phase. Vous savez, un matériau à changement de phase, c'est par exemple quand vous avez un matériau qui va passer de l'état liquide solide à liquide, par exemple, vous avez une partie de l'énergie qui va être stockée dans le changement de phase du matériau. Donc ça, c'est vraiment sur la partie qui concerne les électricités renouvelables intermittentes et leur stockage. Après, il y a certaines énergies renouvelables qui ont la propriété assez intéressante de ne pas être intermittentes et d'être disponibles en 24/7. C'est le cas, par exemple, de la géothermie. La géothermie souffre historiquement du même problème que l'hydroélectricité, c'est qu'elle est limitée par la géographie. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui développent des nouveaux procédés, qui réutilisent des méthodes qui ont été utilisées dans le fracking, donc qui n'est pas forcément quelque chose de très sexy, mais qui l'utilisent justement pour pouvoir forer des nouveaux sites d'énergie géothermique sur des endroits où c'était pas disponible auparavant. Une autre manière d'obtenir de l'électricité décarbonée en 24/7 à la demande, c'est bien évidemment l'électricité nucléaire qu'on connaît très bien en France. Alors, l'inconvénient de l'électricité nucléaire, même si voilà, on peut débattre de la question des déchets, etc., qui sont effectivement une question logistique à gérer, c'est que le déploiement de nouveaux projets est relativement coûteux puisque ce sont des investissements massifs. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que parmi les nouveaux modèles de réacteurs de génération 4 et au-delà, il y a une tendance très intéressante qui se dessine, c'est celle des nouveaux designs de réacteurs qui sont plus petits et plus modulaires, donc entre 10 et 100 fois plus petits, qui ont donc la propriété d'être beaucoup moins chers à déployer, qui ont un design beaucoup plus simple, qui donc ont une sécurité accrue par défaut sans avoir besoin de réinvestir de façon massive dans la sécurité autour, et de générer moins de déchets, voire pour certains d'eux de recycler une partie du combustible usé dans le réacteur. Je ne rentre pas sur le détail des différentes technologies, vous avez quelques exemples ici, elles sont en détail dans l'étude Emerging Trends. De façon un peu plus long terme et prospective, pour la blague, hein, l'énergie de fusion, la blague qu'on fait généralement dans le secteur, c'est de dire la fusion, c'est toujours dans 20 ans, quelle que soit la date à laquelle on pose la question. Mais il se trouve que même des scientifiques qui étaient sceptiques jusqu'à récemment sont assez impressionnés par les progrès qui ont été réalisés notamment ces 10 dernières années. Alors, la fusion, c'est l'extrême opposé de la fission nucléaire. Au lieu de casser des atomes lourds, on fusionne des atomes légers. C'est la même réaction qu'on observe dans le Soleil, et ça a la propriété de ne générer pratiquement aucun déchet, en tout cas avec de très faibles activités et qui sont très facilement gérables et qui restent sur des périodes relativement courtes, de ne pas n'avoir aucun risque d'accident comme la fission,
et de ne pas avoir de problème de prolifération. Donc, il y a le projet ITER, qui est un grand projet public, qui était autant une expérience scientifique que géopolitique, qui est en construction dans le sud de la France, à Cadarache, et qui devrait à peu près tenir son planning d'ici 2035 à peu près, avoir une réaction de fusion. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets, soit publics, soit des entreprises privées, qui se lancent en utilisant des technologies de réacteurs alternatives. Soit confinement magnétique, comme ITER, vous avez cette espèce de grand donut que vous voyez sur le côté, dans lequel vous allez utiliser des champs magnétiques très forts pour confiner le plasma. Et ben, vous avez des startups qui utilisent, par exemple, des réacteurs plus petits avec des aimants plus puissants pour le confiner, ou qui vont utiliser des ondes de choc ou des lasers pour provoquer la réaction de fusion de façon différente. Et certaines prévoient d'avoir une opération commerciale d'ici une dizaine d'années. Là, on a beaucoup parlé d'électricité. Évidemment, en énergie, vous n'avez pas que l'électricité, vous avez aussi la chaleur. Il y a quelques applications très intéressantes du solaire thermique qui sont en train d'émerger pour produire de la chaleur à très haute température, ce qui permet notamment de pouvoir, par exemple, remplacer des combustibles fossiles dans la production soit d'hydrogène, de ciment, d'acier ou dans d'autres processus industriels. C'est relativement récent, mais ça utilise par exemple de l'intelligence artificielle pour pouvoir ajuster en temps réel l'orientation des miroirs de manière à pouvoir arriver à une chaleur très très forte. Un autre grand enjeu, évidemment, dans la production d'énergie, c'est la production de carburants propres qui permettent de justement décarboner les secteurs difficiles à décarboner dans l'industrie, dans les transports de longue distance, dans les transports lourds. Évidemment, l'hydrogène, qui n'est pas une source, mais un vecteur d'énergie, est très intéressant parce qu'il permet de répondre à ces usages. Mais aujourd'hui, le gros problème de l'hydrogène, c'est que seulement 5% est produit de façon propre, ce qu'on appelle l'hydrogène vert, donc sans utiliser d'énergie fossile. Donc là-dessus, il y a tout un tas de pistes qui existent pour arriver à augmenter cette part et aller à terme uniquement sur de l'hydrogène vert, des meilleures technologies d'électrolyseurs, des technologies pour convertir de la biomasse, ou des technologies qui vont utiliser par exemple la chaleur de très haute température comme celle que je présentais juste avant. C'est bon. Et enfin, peut-être pour clôturer, parce que je vois que mon temps est en train d'arriver à échéance, toujours sur cette question des carburants propres alternatifs. Si la personne qui parle peut peut-être couper son micro, c'est plus simple. Des carburants propres et alternatifs. Vous avez des avancées intéressantes, y compris sur certaines formes de biocarburants qui ont toujours eu quelques problèmes puisque ça paraissait une bonne idée, mais le problème c'est que vous aviez un usage des terres, une concurrence avec les cultures vivrières et des émissions induites qui étaient très importantes. Et aujourd'hui, vous avez des usages intéressants où vous utilisez de la biomasse produite par déchets, soit des déchets urbains, soit des déchets de foresterie, mais avec des procédés plus performants que ceux qui avaient été utilisés jusqu'à présent. Donc ça, c'est pour les biocarburants. Et puis, un secteur encore plus émergent et qui reçoit beaucoup d'investissements depuis quelques temps, c'est la production de carburants de synthèse, notamment en réutilisant des émissions, des gaz à effet de serre capturés, soit depuis l'air ambiant, soit depuis les conduits d'échappement d'usines de sidérurgie, par exemple, de centrales fossiles. Vous allez recapter ce CO2 et les réutiliser dans un procédé qui va utiliser un procédé soit électrochimique, soit de biotechnologie, par exemple, pour pouvoir généralement produire du méthanol, à partir duquel vous pouvez produire tout un tas de carburants différents, et vous arrivez à la fin avec un carburant qui, de la même façon que pour la biomasse, est neutre sur son bilan carbone, sur sa durée de vie. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai déroulé mon temps et je vais passer la parole. Donc, je ne sais pas si c'est à Marc-Antoine ou à l'intervenant suivant. Je ne sais pas si c'est Camille ou Mathieu qui reprend la main. Hop, j'arrête de partager l'écran. Merci beaucoup, Benjamin. Je ne sais pas si Marc-Antoine est avec nous. Marc-Antoine, est-ce que vous nous entendez? Non. Je vais donc passer la parole à Antoine. Tout d'abord, merci beaucoup Benjamin pour ce panorama très complet du coup des innovations qui soutiennent elles aussi, comme on l'a compris, les efforts dans le cadre de la transition énergétique et favorisent les pratiques d'efficacité énergétique.
Antoine, Antoine Debrov, rebonjour. Vous êtes responsable technique et innovation une des marques de Vinci Énergie qui est spécialisée dans la production, dans les projets de production, de transport, de transformation et de distribution d'énergie électrique jusqu'à son utilisation sur les territoires. Peut-être en réaction au panorama que vient de détailler Benjamin, quelles sont les solutions et les technologies que vous avez vues émerger sur vos marchés ces dernières années? Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Pas l'impression. Si. Et j'ai pas le bouton pour faire le partage de connexion, partage d'écran, pardon. Je suis un peu bloqué. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, je voulais commencer par rappeler que Omexom, c'est la marque de Vinci Énergie qui regroupe toutes les entreprises qui œuvrent pour la transition énergétique. Donc, c'est 425 entreprises dans 36 pays qui participent à construire le système énergétique de demain sur toute la chaîne de valeur de l'électricité et du gaz, c'est-à-dire depuis la production d'électricité dans des centrales solaires, éoliennes, et on participe aussi à la filière nucléaire, le transport et la distribution d'électricité via la construction d'ouvrages, lignes haute et haute tension et les postes de transformation électrique, et puis jusqu'à l'usage au sein des territoires, c'est-à-dire l'usage de l'électricité dans les villes à travers l'éclairage public, mais aussi les bornes de recharge de véhicules électriques, par exemple. Donc, une grande partie des solutions qui ont été évoquées par Benjamin précédemment, elles sont effectivement aujourd'hui dans le portefeuille de solutions que Omexom propose à ses clients. Donc, parmi celles-ci, je peux vous citer notamment, alors je suis désolé, je vais reprendre ma présentation de mon côté, même si vous ne pouvez pas la voir. Peut-être Camille, vous pouvez la projeter de votre côté à vous. Donc, Omexom, depuis plusieurs années, évidemment, est impliqué dans la construction de centrales solaires, éoliennes, hydrauliques. On participe aussi, je vous le disais, à la filière nucléaire. Aujourd'hui, c'est plus de 15 gigawatts d'électricité d'origine renouvelable, de capacité d'électricité d'origine renouvelable qui ont été installées par Omexom. On travaille aussi activement sur les systèmes de stockage d'électricité, avec notamment des ouvrages qui sont associés à des centrales de production renouvelables, qui permettent de faciliter leur intégration dans le réseau, en lissant la production de ces renouvelables ou en stockant une partie de l'énergie qui est produite pendant la journée pour du solaire, pour l'injecter à la pointe du soir pour le réseau électrique, et puis également du stockage pour optimiser l'autoconsommation au niveau des collectivités locales. On est également très présent dans le domaine de l'éclairage public, avec de la rénovation d'éclairage public pour un éclairage plus efficace, le pilotage de cet éclairage à travers des hyperviseurs qui permettent de réduire la consommation énergétique de l'éclairage public sur les périodes où il est le moins utile, et puis des contrats, des formes contractuelles innovantes comme les contrats de performance énergétique, qui font que plutôt que de faire de la maintenance bête et méchante, on va plutôt s'engager sur un taux de réduction de la consommation énergétique d'un système pour une collectivité, pour une ville. On est également présent pour la transition énergétique dans les villes à travers l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques. Aujourd'hui, c'est plus de 5000 points de recharge de véhicules électriques qui ont été installés par Omexom à travers toute l'Europe. Et puis, le sujet le plus innovant sur lequel on s'attache actuellement, c'est celui de l'hydrogène, avec la volonté de produire de l'hydrogène vert et de le distribuer pour aller utiliser cet hydrogène comme un vecteur énergétique pour aller décarboner notamment la mobilité, c'est-à-dire produire de l'hydrogène vert qui va pouvoir être utilisé dans des véhicules qui roulent avec des piles à combustible qui vont consommer cet hydrogène et donc avoir une mobilité verte. Puisque si l'électricité a été au départ produite par des panneaux solaires ou des éoliennes, on a produit de l'hydrogène qui a été zéro CO2, et cet hydrogène zéro CO2 va être consommé dans un véhicule à pile à combustible qui, lui, ne produira que de l'eau en sortie de son moteur.
Et puis, on a également la volonté de participer à verdir le réseau de gaz naturel en injectant de l'hydrogène, jusqu'à des concentrations qui peuvent aller à 5-10%. On injecte de l'hydrogène dans le réseau de gaz naturel et cet hydrogène sera mélangé tout simplement aux molécules de gaz et pourra être consommé chez les particuliers. Alors peut-être que je peux vous détailler un petit peu plus en détail la façon dont Omexom va adresser ces sujets de performance énergétique et d'efficacité énergétique. Alors, le principe global, c'est qu'on va essayer de s'atteler à des projets de taille raisonnable, par exemple en allant se connecter directement avec une ville ou une collectivité et en essayant de designer une solution qui va englober différentes briques technologiques qui, fonctionnant ensemble, vont permettre d'optimiser les consommations énergétiques d'un quartier, d'un bâtiment ou d'une ville dans sa totalité. Donc, ça veut dire pour ça, il faut déjà avoir les capacités d'ingénierie pour faire le design et pour prévoir l'implémentation de ces projets. Il faut également s'assurer que ces projets soient viables économiquement parce que on est quand même là pour rendre un service efficace à nos clients. Et puis, on est une entreprise EPCiste, c'est-à-dire qu'on va faire la partie ingénierie, on va fournir le matériel et on va réaliser la construction. Donc, les différentes briques dont je vous parle, ça va être la partie production renouvelable. Donc, ça peut être des panneaux solaires qui vont être installés sur les toits des bâtiments. Ça peut être des éoliennes de toiture. Ça peut être de la petite hydraulique. Toute autre source d'énergie renouvelable qui peut être exploitée. Évidemment, une brique stockage. Le stockage qui est souvent bien utile pour optimiser l'autoconsommation, pour stocker l'énergie renouvelable au moment où elle est produite et pour pouvoir la déstocker au moment où l'usage en a besoin. En ajoutant aussi des bornes de recharge de véhicules électriques pour aller décarboner la mobilité. Et puis, en associant ces différentes solutions de production, de stockage et les usages qu'on peut avoir dans les villes, on va réussir à optimiser les flux énergétiques pour, d'une part, limiter la consommation d'électricité au moment où le mix énergétique va être le plus carboné. Donc, on va essayer de ne pas consommer au moment des pointes électriques ou des centrales qui sont connectées au réseau et qui fonctionnent au fioul, au gaz ou au charbon sont en train de tourner. On va essayer d'optimiser notre mix énergétique au moment où on a l'usage. Et puis, tout simplement, à terme, pour les collectivités, c'est aussi la garantie d'une électricité à prix fixe, puisqu'au moment où on fait l'investissement, on sait grosso modo combien on va pouvoir produire sur les 10-15 ans à venir. Et l'investissement, une fois qu'il est fait, il n'est plus à faire. Donc, notre offre, on l'a appelée l'offre de réseau d'énergie locale. Et donc, c'est une offre purement d'analyse, d'études, d'ingénierie qui va nous permettre d'aller chercher, en se basant sur une situation concrète, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme production renouvelable, quelle est la quantité de stockage qui est nécessaire pour optimiser tout ça, est-ce que j'ai une connexion au réseau et si oui, est-ce qu'elle est fiable, est-ce que je souhaite la conserver dans le temps ou est-ce qu'à certains moments, je sais que je vais perdre ma connexion au réseau et du coup, il faut que je sois capable de fonctionner en mode IoT, en mode off-grid. On va également ajouter dans ce système, pour qu'il fonctionne correctement, du comptage intelligent. On va rajouter un Energy Management System, c'est-à-dire un software qui va gérer l'optimisation des flux d'électricité entre mon stockage, ma production et mes usages. On va rajouter des objets connectés, donc de l'IoT. On aura évidemment, pour piloter tout ça, une supervision qui peut être soit totalement automatisée, soit partiellement à la main de l'exploitant. Et puis, on va évidemment gérer nos usages qui vont être de l'autoconsommation dans les bâtiments, des recharges de véhicules électriques, de l'éclairage public dans les villes. Voilà, toutes ces différentes briques. Alors, j'avais quelques exemples de projets qui ont été effectués à travers le monde. Je pense que sans les slides, ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc, peut-être que je vais laisser la main et puis je reviendrai vers vous si j'arrive à faire la présentation tout à l'heure.
Merci beaucoup Antoine. J'attire d'ailleurs votre attention sur la partie networking à gauche de votre écran qui vous permet d'échanger directement avec nos différents speakers à la fin de cet événement. Je vais retenter de nouveau de donner la parole à Marc-Antoine. Est-ce que vous m'entendez, Marc-Antoine? Très bien. Je vous entends très bien également. Alors Marc-Antoine, vous êtes directeur du Centre Énergie et Climat de l'Institut français des relations internationales, qui dédie une partie de ses travaux de recherche aux thématiques de l'énergie et du climat sur la scène internationale. La première question que j'aimerais vous poser, peut-être pour pouvoir nous appuyer dans la suite de notre échange sur des tendances en termes de consommation, c'est tout simplement de nous détailler peut-être très brièvement et continent par continent les tendances en matière de consommation d'énergie et la part carbonée du mix énergétique de chacun de ces continents. Un mot pour finalement me rapprocher à... Alors Marc-Antoine, on vous entend très mal. Allô, vous m'entendez? Oui, là on vous entend mieux. Je pense que ça vaut le coup que vous repreniez au début de vos explications. Évidemment bouleversés par la crise et les ravages de l'épidémie qui mettent les économies à l'arrêt et qui bouleversent tous les équilibres énergétiques. Ce que l'on observe, c'est que dans l'ensemble, la Chine réduit lentement la part de charbon dans son mix électrique qui est tombé sous les 60%. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais évidemment c'est un développement qui est lent, qui est probablement trop lent pour sauver le climat, la Chine étant un très grand émetteur en volume, le premier au monde, mais surtout à dépasser l'Union européenne en émissions par tête. Alors, en ce qui concerne l'Inde, là, il y a un développement intéressant, c'est que il y a beaucoup moins de production d'électricité au charbon que ce que l'on pouvait craindre. En réalité, les centrales installées sont sous-utilisées. Il y a un net ralentissement des investissements dans le charbon et on voit en parallèle un très fort essor des capacités solaires. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le solaire est plus compétitif que le charbon en Inde. Et si l'Inde continue néanmoins de soutenir un peu le charbon, beaucoup moins qu'avant, c'est pour des raisons sociales et financières. En ce qui concerne les États-Unis, clairement, là, le charbon est battu en brèche par les renouvelables, mais surtout par le gaz bon marché, et cela provoque une baisse des émissions de CO2 du secteur électrique. Et en Europe, finalement, on a vu un recul de la production d'électricité au charbon d'à peu près 140 TWh au cours des dernières années. On a baissé ici de 140 TWh, mais en Chine, au cours de cette même période, c'est plus 800 TWh, donc c'est-à-dire 6 fois plus qui a été ajouté en termes de production charbon. Donc c'est pour aussi mettre cela en perspective. Donc le monde va mal, il y a quand même des tendances qui sont positives, c'est les coûts qui s'effondrent du déploiement du solaire et puis de l'éolien aussi, il faut quand même le dire. Mais dans ce contexte-là, il faut aussi rappeler la forte rivalité géoéconomique entre les États-Unis, la Chine et l'Union européenne pour les technologies bas carbone. Les Chinois sont les champions incontestables et incontestés du déploiement du solaire et également de l'éolien onshore. En Europe, nous sommes les champions de l'éolien offshore et espérons-le demain de l'éolien offshore flottant, puisque pour l'instant c'est terrestre. Quand on regarde le nucléaire, là aussi, la balance pèse côté Chine. Quand on regarde l'hydrogène, nous aurions probablement encore une chance. Et tout cela m'amène à la période charnière que nous vivons actuellement, puisque dans l'Union européenne, nous avons adopté l'objectif de neutralité carbone pour 2050. La Commission a lancé son ambition du Green Deal qui vise à accélérer la transition. Et dans ce Green Deal et dans cette marche vers la neutralité carbone, l'efficacité énergétique va jouer un rôle absolument majeur puisqu'il va falloir baisser d'au moins 50% notre consommation énergétique finale en Europe
d'ici 2050. Alors les objectifs à 2030 sont moins 32,5%. Il va probablement falloir aller au-delà et atteindre 50% d'amélioration de l'efficacité énergétique vers 2050. C'est extrêmement ambitieux, c'est extrêmement difficile, parce qu'en réalité, l'efficacité énergétique, c'est quelque chose de dilué, qui est relativement invisible, mais pourtant c'est extrêmement important. Et le problème des dirigeants, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir des politiques côté offre et beaucoup plus compliqué d'avoir des politiques côté demande. L'offre, ça se matérialise concrètement. La demande, encore une fois, c'est très décentralisé, etc. Et le Green Deal, à cet égard, finalement, était très peu bavard sur l'efficacité énergétique, qui pourtant est absolument essentielle parce que comment peut-on concevoir l'avenir de électrique, par exemple, sans savoir avec précision quelle va être la demande d'électricité à l'horizon 2050. On sait qu'il va falloir renforcer l'électrification des usages, mais si vous avez une variation parce que les objectifs d'efficacité énergétique n'auront pas été remplis, derrière, il y a le risque de au surinvestissement électrique, pas seulement dans la production, mais aussi dans les réseaux. Or, on sait que tout cela va être extrêmement cher, et il faut évidemment additionner les capacités de production et les réseaux, encore une fois, de transmission et de distribution. Et puis, bien sûr, vous évoquez le stockage. Il y a tout un tas de technologies qui vont être très importantes et effectivement aussi le stockage intersaisonnier, mais tout cela coûte cher. Et il va falloir optimiser cela et l'efficacité énergétique sera aussi déterminante pour justement déterminer ces besoins de stockage intersaisonnier. Alors, un dernier mot avant de vous rendre la parole sur finalement la situation dans l'Union européenne en relation avec l'efficacité énergétique. La bonne nouvelle quand même, c'est que depuis 1990, on a économisé, grâce aux politiques d'efficacité énergétique, l'équivalent de la consommation annuelle d'énergie de l'Allemagne. Donc, depuis 20 ans, ou depuis 30 ans, pardon, voilà le résultat des politiques. Alors, vous allez me dire, c'est une bonne nouvelle. Oui, mais c'est pas assez. En réalité, il va falloir faire beaucoup plus. Et l'enjeu là, c'est de doubler les investissements, les efforts dans l'efficacité énergétique. Alors, évidemment, l'efficacité énergétique, c'est là. Il y a le transport, c'est 30% de la consommation énergétique finale. Malheureusement, la demande est allée à la hausse dans le secteur du transport du fait des SUV. Cela va devoir être dramatiquement inversé. Dans l'industrie, là, j'ai envie de dire que les résultats en termes d'efficacité énergétique sont plutôt meilleurs qu'ailleurs. Il y a eu des efforts parce que, eh bien, il y a des incitations économiques, évidemment, à le faire. Dans le bâtiment, en Europe, là, il y a le plus gros enjeu, clairement, le plus grand défi. Et l'on voit bien le débat aussi en France avec les passoires énergétiques, etc. Vous avez quand même une part considérable du parc résidentiel dont la valeur intrinsèque en fait, est inférieure au coût d'une rénovation énergétique. Donc on mesure là aussi les problèmes. Mais malheureusement, c'est là qu'il va falloir consacrer le plus d'efforts et ce n'est pas forcément, de mon point de vue, une question de gros sous. C'est surtout une question de volonté politique, c'est une question de mise en œuvre des directives européennes et de la réglementation, c'est une question de coordination entre les différents acteurs et puis clairement c'est une question de régulation. Si l'on n'impose pas cela, évidemment les choses vont traîner. Et un dernier point qui m'inquiète particulièrement, c'est que avec l'effondrement des prix du gaz, avec l'effondrement des prix du pétrole, avec l'effondrement des prix de l'électricité que l'on vit actuellement, avec la crise, qui est une crise sanitaire, mais qui, dès à présent, en fait, en réalité, est déjà une crise économique et demain sera une crise financière. Évidemment, on sent bien que le risque, c'est que l'efficacité énergétique passe à la trappe, alors que cela devrait être une priorité absolue pour notamment les stratégies de relance. Voilà ce que je souhaitais dire en introduction et je serai heureux ensuite de reprendre la parole si besoin.
Voilà, Stéphane, je vois tous les impatients dans l'ombre du chat qui attendent que nous parlions de sobriété énergétique. Bonsoir Stéphane, donc vous représentez ce soir l'association Negawatt, connue pour ses travaux en faveur de la réduction de la dépendance aux énergies fossiles et de la diminution de la consommation énergétique. Negawatt est notamment connu pour ses scénarios de transition énergétique et le détail des mesures politiques qui y sont associées. Vous avez aussi une spécificité, c'est que vous êtes enseignant-chercheur à l'école des hautes études d'ingénieurs de Lille, donc HEI Lille, et conseiller municipal délégué aux énergies de la ville de Lille. La première question qu'on aimerait vous poser, Stéphane, concerne du coup plus directement le conseiller aux énergies de la ville de Lille. Quelles sont les expériences qui ont été mises en place en faveur de l'efficacité et de la sobriété énergétique au sein de la métropole? Merci pour votre sollicitation qui permet à Negawatt de présenter son approche sur la sobriété, sur le triptyque. Ce que je vous propose, c'est à cette question-là qui est plus du ressort de mon mandat d'élu local, de donner un peu un cadre, de rappeler le triptyque Negawatt, et puis qui ira avec les interventions précédentes. Alors, je vais essayer de de basculer vers voilà. Normalement, vous devriez avoir l'écran à l'écran, donc le diaporama. Donc, ce que je vous propose tout de suite en introduction, il a été question, et juste l'interlocuteur précédent a insisté sur le besoin d'efficacité. Assurément, hein, l'efficacité, elle est en progrès constant. Si on prend juste une illustration sur l'efficacité énergétique des ampoules, elle est passée en quelques années de moins de 15 lumens par watt, les fameuses ampoules à incandescence qui ont été retirées de la vente, interdites directive européenne, à plus de 150 lumens par watt. Hein, les ampoules LED, celles qui sont les plus efficaces. Et quand on prend le passage des ampoules à basse consommation, on a permis un peu d'économiser autour de 8 TWh en 2010, ce qui représente à peu près 1,5% de la consommation électrique en France. On a des réfrigérateurs de classe aujourd'hui A++, qui consomment environ 4 fois moins que les réfrigérateurs d'il y a 15 ans. Mais cela, quand on regarde, ça reste insuffisant et ça ne permet pas de réduire à elle seule la consommation énergétique. On a notamment, et on pourra y revenir au cours des échanges, tout ce qui va être les effets rebonds, où la réduction de consommation obtenue peut être en partie effacée par la modification de certains usages. Alors, l'approche de Negawatt, c'est de partir dans le bon sens et de bien partir. L'énergie, ça sert à quoi? De répondre à des besoins, d'avoir une approche par la demande, d'avoir une approche surtout par les usages. Donc, c'est bien quels sont les besoins et donc réfléchir en premier lieu à nos besoins. Et donc, avec une décomposition sur trois leviers, les deux premiers qui sont du ressort du périmètre de la demande en énergie, sur la sobriété et l'efficacité, que je vais détailler juste après. Et le troisième dont il a été question lors de précédentes interventions, hein, qui est finalement la production et évidemment l'approche par la substitution de nos consommations qui aujourd'hui sont majoritairement basées sur des énergies de stock par des énergies renouvelables. Alors la sobriété, c'est quoi? C'est modérer sa consommation ou ses besoins. Par exemple, rouler moins vite sur l'autoroute, ne pas éclairer les enseignes de magasins toute la nuit. On pourrait dire c'est ce qui coûte rien ou pas grand-chose, ce qui permet de réduire les besoins. Le point qui est important à souligner, c'est que c'est valable au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. L'efficacité, c'est utiliser moins d'énergie pour satisfaire un même besoin. C'est par exemple l'isolation des logements. Et on voit bien que ces deux, et j'y reviendrai à plusieurs reprises en insistant, ces deux leviers de sobriété et d'efficacité se conjuguent pour diminuer la demande en énergie. Et c'est bien, quand je dis se conjuguent, c'est bien la combinaison de la sobriété et de l'efficacité qui permettent d'exploiter le plein potentiel de réduction de nos consommations énergétiques. Et puis évidemment, il y a le dernier volet qui est celui d'énergie renouvelable, hein, de substitution des énergies de
de stock par des énergies de flux, des filières qui sont moins impactantes sur l'environnement. Ce qu'on peut préciser sur la sobriété énergétique, c'est que donc c'est une démarche qui vise à réduire nos consommations d'énergie par des changements de comportement, par des modes de vie et d'organisation collective. Le moindre usage de la voiture, l'alimentation plus locale, de meilleure qualité, et que la sobriété énergétique se distingue de l'efficacité énergétique au sens où qui fait appel, cette dernière, exclusivement à des technologies qui permettent de réduire les consommations d'énergie. Par exemple, le véhicule moins consommateur, hein, qui est lié, je dirais, quelque part à des années de recherche et développement au sein de laboratoires et chez les constructeurs automobiles. Une société qui est engagée dans la sobriété, elle modifie, et ça c'est un élément qui est, on sort du périmètre stricto sensu de l'ingénierie, hein, puisque c'est une société qui va modifier ses normes sociales, ses besoins individuels, voire même, on pourrait dire, ses imaginaires collectifs au profit d'une réduction volontaire et organisée. Et c'est peut-être un point qui est vraiment important, c'est que de rappeler que nos comportements individuels, ils sont très fortement régis par nos choix collectifs. Prenons l'illustration de la mobilité. Si on a décidé de construire une autoroute plutôt qu'une voie ferroviaire, eh bien, évidemment, quelques années plus tard, il ne faut pas s'étonner de la part modale de la voiture par rapport à une part modale de transport en commun. Donc, on voit bien nos comportements individuels fortement régis par nos choix collectifs et qu'on ne peut pas reporter uniquement sur l'individu un certain nombre de comportements. C'est bien finalement le résultat de ces choix. Si on reprend juste deux éléments de cadrage sur la référence à la loi de transition énergétique, qui font référence à la sobriété, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, hein, dans son article L102, il fait référence, puisqu'on y a maîtrisé la demande en énergie, favorisé l'efficacité et la sobriété énergétique. Et plus récemment, l'ADEME, dans une note de position sur la stratégie pour une réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, il fait explicitement référence, puisque en fait, elle précise que c'est seul le scénario intitulé Sustainable Lifestyle qui propose sur un recours accru à l'efficacité énergétique et au changement de comportement et la sobriété qui permet d'atteindre les objectifs climatiques. Et quand on prend pour négawatt, la sobriété, en fait, correspond à 28% d'une réduction de nos consommations d'énergie finale en 2050 par rapport à 2015. Alors évidemment, ce n'est pas homogène pour tous les secteurs. Il y a des secteurs, le bâtiment, où ça va être différent de la mobilité. Très rapidement, définition de trois types de sobriété. La sobriété qu'on a qualifiée d'une sobriété dimensionnelle, qui serait un peu la juste taille, le juste dimensionnement, qui doit nous interroger sur, par exemple, la surface moyenne des logements qui a augmenté de 13% en 30 ans, malgré la tendance à la réduction de la taille des ménages, qui est le phénomène de décohabitation. Et d'ailleurs, de façon associée, on y retrouve aussi des augmentations de température de confort. Et puis, la photo qui illustre ce slide, qui est une photo que j'ai prise à Grenoble il y a maintenant quelques années, qui est deux véhicules électriques, un qui est un peu plus connu que l'autre. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est la question n'est pas sur l'électromobilité, oui ou non, mais bien finalement de quelle mobilité ou de quelle réponse on a, de quelle électromobilité, sachant que la moitié des déplacements en agglomération, quand on prend les enquêtes de ménage-déplacement, la moitié des déplacements en agglomération réalisés en voiture font moins de 3 km. Donc c'est bien la question de l'adaptation aux usages. Et puis, le deuxième volet de sobriété, c'est celui de la sobriété d'usage, sur le niveau, la durée d'utilisation, d'exploitation. Alors, c'est évidemment toute la question de l'arrêt des appareils inutiles, sur l'adaptation, l'optimisation de l'éclairage public. Je pourrais y revenir pour être
élu délégué aussi à l'éclairage public, hein, sur la gradation au milieu de la nuit de la puissance des éclairages. Mais on a aussi, on pourrait faire référence à les fameux 19 degrés, hein, c'est le décret du 22 octobre 1979. Ce qui est intéressant, c'est évidemment de le resituer. 1979, c'est le second choc pétrolier. C'est aussi, qui permet aussi de donner finalement le lien sur que peut l'action publique en termes de sobriété ou de promotion de sobriété énergétique. C'est novembre 1974, la limitation des vitesses sur les autoroutes. Là, on était finalement en plein premier choc pétrolier. Et puis, dernièrement, hein, le gouvernement néerlandais, alors là, c'était non pas pour des questions de choc pétrolier, donc de contraintes sur l'approvisionnement, mais plus sur une question par rapport à l'urgence climatique. Donc, a pris la décision de baisser la vitesse maximale sur autoroute à 100 km/h au lieu de 130 en journée. Donc, on voit, en fait, on peut avoir des politiques de promotion de sobriété énergétique. Troisième levier, eh bien, c'est tout ce qui va être sobriété plutôt coopérative, avec, et là, on peut prendre évidemment toute la question de l'aménagement du territoire, donc de l'urbanisme, et puis des éléments de mutualisation. Alors, pour répondre à la question qui m'était posée après ces quelques éléments de cadrage, là, qui est une politique que j'ai pu mettre en place dans le cadre de ma délégation à la gestion des techniques des bâtiments, qui est en fait un dispositif de gestion de l'éclairage sur des salles de sport qui illustre parfaitement la complémentarité entre l'efficacité énergétique et la sobriété. En fait, que se passait-il? On a fait un relamping d'un certain nombre de salles de sport avec des mises en place d'éclairage extrêmement performants, et finalement on s'est aperçu que ces éclairages performants, ils étaient toujours finalement allumés à 100% de leur puissance, sauf qu'on n'est pas en mode compétition, évidemment, au quotidien et à toute heure. Et donc, ce qui a été mis en place, c'est ce dispositif par badge, ou par simple interrupteur, hein, qui perd l'allumage journalier, qui permet finalement le nettoyage de la salle, donc simplement un bouton. Et puis après, vous avez en fait un allumage entraînement ou un allumage compétition avec un système de badge. L'allumage entraînement étant l'entraîneur, hein, de l'équipe, qui permet en fait d'avoir un certain niveau d'éclairage, et puis l'allumage compétition qui est un autre badge, qui est celui finalement du gardien de la salle, et qui permet en fait, on voit cette combinaison, d'ajuster évidemment le niveau d'éclairage aux besoins, et donc d'aller exploiter 100% du potentiel de réduction de la demande. Le deuxième exemple que je donnerais, c'est un dispositif de correspondant énergie qu'on a mis en place en 2015. On a commencé sur une quinzaine de bâtiments, un dispositif qui est assez comparable au dispositif Famille à énergie positive, animé par Leclerc, réseau pour la transition énergétique, mais là, à destination de ménages. Là, on a mis ça en place en première année sur 15 bâtiments, et aujourd'hui, on est à 44 bâtiments. En fait, un dispositif qui a été mis en place sur double constat. C'est que, les usagers peuvent avoir un impact non négligeable sur les consommations énergétiques et d'eau, d'ailleurs, de nos bâtiments. 2, les campagnes de sensibilisation, entre guillemets, traditionnelles sont au mieux inefficaces, au pire contre-productives, voire parfois perçues comme étant moralisatrices. Et donc, en fait, le dispositif de correspondant énergie, il vise à surmonter ces difficultés. Comment ça fonctionne? En fait, on a un agent volontaire de la ville qui est un accompagnateur, et puis on a par bâtiment, qui est un référent, et puis on a un animateur du dispositif. Et bien, les référents, en fait, ils relèvent les compteurs, ils remontent d'éventuels dysfonctionnements techniques, ils diffusent les éco-gestes, et puis on a 2 temps de rencontre de l'ensemble des équipes durant l'année. Et quand on prend le bilan de la deuxième année, c'est une réduction sur les
les bâtiments ayant participé au dispositif, c'est une réduction de 12% du chômage, du chauffage, lapsus, 3% de l'électricité et 39% pour l'eau. Voilà, donc c'est plutôt de l'éco-geste, mais vraiment de l'émulation, et puis avec une manifestation en fin d'année où il y a l'ensemble des agents ayant pu participer dans les différents bâtiments qui se retrouvent. Et ce qui est intéressant, c'est que le dispositif aujourd'hui nous permet d'avoir une économie de l'ordre de 150 000 euros par an, ce que les correspondants énergie, ou je les appelle aussi un peu des potes, c'est des pionniers ordinaires de la transition énergétique. Voilà. Donc ça, c'est des éléments, comment dire, extrêmement intéressants sur ce que peut mettre en place, alors, une collectivité, mais il y a des entreprises qui... on a un acteur énergique qui est une start-up qui travaille sur le management, on va dire, de la sobriété énergétique au sein de communautés, je pense notamment au sein tout particulièrement au sein d'entreprises, de grandes entreprises. Et puis, le dernier point sur la sobriété sur lequel je voulais terminer, c'est sur la question des inégalités. Je peux en parler d'autant plus, j'allais dire quelque part aisément, qu'aujourd'hui, finalement, la question de la sobriété, finalement, on voit la sobriété comme étant quelque chose de subi. En fait, on a plutôt une précarité qui est subie, et c'est comment on passe à une sobriété qui est choisie. Sachant que le territoire de l'île, aujourd'hui, on a un quart des ménages qui sont en situation de précarité énergétique. On voit une situation qui est socialement, et on fait face à un réel fléau. Et puis, la question de l'injustice de la répartition des consommations énergétiques. Alors, dans le contexte fort inédit du coronavirus, où on a aujourd'hui un trafic aérien qui est très fortement ralenti, en tout cas sur l'Europe, ce qui est quand même important de rappeler, c'est que en France, c'est les chiffres du commissariat général l'environnement et le développement durable, qui est 50% des déplacements en avion sont réalisés par les 20% de la population les plus aisés. Donc on voit qu'on est sur aussi une consommation qui aujourd'hui est très fortement inégalitaire. Voilà les éléments un peu je vais placer et puis on pourra échanger par la suite sur tout un peu peut-être en conclusion de repréciser que la sobriété c'est pas une fin en soi, mais c'est bien un levier pour construire un modèle de société qui soit plus soutenable et aux multiples co-bénéfices pour les populations et leur environnement. Et je dirais que la situation aussi qu'on vit en ce moment, notamment dans les grandes villes, où on retrouve une qualité de l'air qu'on n'avait pas eue depuis maintenant des décennies, et un niveau sonore fort abaissé. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane. Peut-être pour conclure ces échanges, deux petites questions subsidiaires. La première, est-ce que finalement, hors d'Europe, alors même qu'on constate qu'à l'échelle internationale, tous les indicateurs de la consommation énergétique sont à la hausse, est-ce que la notion de sobriété énergétique a encore du sens? Alors, c'est peut-être une question qui s'adresse à vous plutôt, Marc-Antoine, peut-être aussi à vous, Stéphane, si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Merci. Oui, ça a du sens. Par exemple, si l'on prend en compte le transport maritime mondial, clairement, l'on pourrait décider de ralentir, ce serait une initiative du G20, mais de ralentir les bateaux qui font le tour du monde entre l'Asie via Suez pour rejoindre l'Europe par exemple, ou entre l'Asie et l'Amérique, surtout dans un contexte finalement de ralentissement économique. Cela serait une mesure facile à prendre, de la même façon que l'on pourrait décider à l'échelle mondiale effectivement, ça a été rappelé, l'exemple français est un bon exemple, de ralentir la vitesse sur les routes. Alors, en règle générale, dans les pays émergents, les routes sont tellement encombrées que ça joue un peu moins, mais cela dit, dans des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui sont pas si loin, évidemment, ça peut jouer un rôle, même si là aussi, il y a de nombreux obstacles, parfois à la vitesse.
L'autre élément, c'est celui de la climatisation. On voit bien évidemment que dans un monde qui se réchauffe et qui se développe, surtout dans les pays émergents, mais aussi en France, ce sera aussi le cas en Allemagne par exemple, les besoins d'électricité pour la climatisation sont croissants. Évidemment, le premier enjeu, c'est d'avoir des équipements qui soient les plus performants possibles, mais souvent, ce n'est pas le cas parce que les États n'ont pas les normes qu'il faut ou alors n'ont pas les contrôles qu'il faut. Ou en réalité s'en fichent parce que la gouvernance de ces pays est insuffisante. Eh bien, si l'on prend, cela dit, les besoins en climatisation des pays du Moyen-Orient, en gros des pays du G20, eh bien, si l'on décidait conjointement, d'avoir des mesures d'efficacité énergétique, c'est-à-dire avec des équipements qui soient beaucoup plus performants, et deux, de réduire les températures moyennes de climatisation que l'on a, ne serait-ce que pour ceux qui sont allés au Moyen-Orient, aux États-Unis, on se rend bien compte que en les baissant de 2 ou 3 degrés, eh bien, il n'y aura absolument aucune différence pour les usagers, mais par contre, sachant que ces pays-là ont souvent des mix électriques extrêmement carbonés, cela peut avoir un impact, sachant qu'on est dans l'urgence et que donc il faut rechercher des mesures qui permettent très rapidement d'avoir une efficacité, même si évidemment c'est pas comme ça qu'on réglera les problèmes de fond, mais cela peut aider à ralentir la croissance des émissions, bon, qui pour l'instant sont en baisse, mais enfin qui finiront certainement par repartir à la hausse, et à amorcer le déclin qui est nécessaire. Voilà. Si vous voulez réagir. Alors, on ne vous entend pas, Stéphane. Pardon. Sur la question de la sobriété au niveau mondial, en fait, elle pose forcément la question des inégalités. C'est le sens de l'exemple que j'ai pu donner sur le déplacement d'avion et alors souvent on oppose la consommation énergétique. On a une lecture très nord-sud. En fait, à travers la question de la précarité énergétique, en fait, on peut avoir aussi une lecture nord-nord. Et je pense que c'est finalement la question de l'accès équitable à l'énergie. Et aujourd'hui, on en est très loin. Moi, sur la question de la sobriété, peut-être insister sur, et je rejoins pleinement le propos de Marc-Antoine, qui est sur la question de l'urgence. Et d'ailleurs, c'est l'avis aussi de l'ADEME, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit faire feu de tout bois. C'est-à-dire qu'on doit évidemment mobiliser pleinement les potentiels d'efficacité. Néanmoins, il faut le dire, les potentiels d'efficacité, l'efficacité énergétique, ce n'est pas gratuit. Et on doit aussi mettre en œuvre, mais comme ça a pu être fait à certaines périodes, et c'est pour ça que je donnais les deux exemples du premier et du second choc pétrolier, il faut aujourd'hui avoir des mesures structurelles, politiques de sobriété énergétique. Et j'allais dire plus globalement de sobriété. On peut prendre par exemple la question de la sobriété matérielle à travers la lutte contre l'obsolescence programmée, ou la question, je pense notamment réduction de gaz à effet de serre et de moindre empreinte agricole à travers le développement. Alors je pense notamment dans les pays occidentaux de moindre consommation carnée. Enfin, je pense que c'est finalement toute la question du modèle de société, quoi. Donc là, ça renvoie à un certain nombre de tribunes qui ont pu être publiées ces derniers jours suite à l'épisode du Covid-19 que nous sommes en train de vivre, qui est quelque part, est-ce que finalement c'est le sursaut ou c'est le retour, finalement, cette consommation qui n'aurait pas eu lieu ces dernières semaines ou ces derniers mois, avec une volonté de rattrapage, mais une accélération vers un mur, et un mur qui s'impose à nous, quoi. Et par ailleurs, un mur qui est profondément inégalitaire. Je pense que c'est un des éléments, la question c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, j'employais les termes de précarité subie ou de sobriété choisie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir travaillé là avec une autre association qui est Virage Énergie sur différents scénarios de transition énergétique, on a aujourd'hui quelque part une transition qui est profondément inégalitaire, ou une situation plutôt qui est profondément inégalitaire, avec déjà
finalement une sobriété. Quand on regarde les émissions de GES ou les consommations énergétiques par habitant, elles sont extrêmement corrélées aux revenus. Donnez vos revenus et je vous donnerai vos émissions de GES ou vos consommations énergétiques. Et quelque part, c'est maintenant en dehors où ça dépasse le cadre de pays, mais on peut avoir cette lecture quasiment au niveau mondial. Alors justement, peut-être pour rebondir sur une des questions que posait Claire-Émilie dans le chat, quelles sont les conditions qui favorisent l'émergence de comportements plus sobres et comment est-ce qu'on peut aller au-delà des éco-gestes, notamment en mobilisant des citoyens qui, eux, ne sont pas forcément déjà éco-conscients et avertis sur ces sujets-là? Peut-être Stéphane? L'exemple que je donnais de famille énergie positive, c'est voilà, comment on crée une émulation, comment on arrive en fait à avoir une dynamique. Donc ça, c'est, on va dire, sur vraiment question des consommations énergétiques à court terme. Après, c'est forcément la question presque du modèle de société, il faut le dire. Enfin, c'est la réflexion que j'ai, mais là en tant qu'élu local, hein, c'est la question de la publicité. Quand vous avez finalement des nombre de sollicitations chaque jour pour finalement vous encourager à vous amener à changer tel ou tel matériel ou à acquérir tel ou tel bien matériel, ça a forcément des conséquences en termes de consommation énergétique et d'impact climatique et de pression sur un certain nombre de ressources. Donc, c'est finalement la transition, alors peut-être une entrée qui est énergétique, elle est plus globalement écologique, et on voit finalement elle doit forcément questionner, elle ne peut pas être que technologique, c'est pas qu'une question d'ingénieur. D'ailleurs, Négawatt il y a des comment dire, des urbanistes, des sociologues, c'est pas qu'une association d'ingénieurs, quoi. L'entrée peut-être de kilowattheure, mais je dirais quelque part en sortie, on a des réflexions qui sont évidemment sur un périmètre beaucoup plus large. Très bien. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vois une question, je me permets de réagir parce qu'il y a eu aussi la proposition sur la question de tarification progressive. Je pense que c'est l'enjeu de cette transition, elle est comment on arrive aussi à faire quelque chose qui soit solidaire et qui tend vers quelque chose qui soit équitable. Et donc le changement de comportement, enfin la question de la tarification progressive, par exemple de l'énergie, c'est des choses qui ont été mises dans les années 70 en Californie, en tout cas pour l'électricité, et qui a vraiment fait ses preuves. Malheureusement, c'était l'échec de la loi Brottes qui a été retoquée de mémoire au Conseil constitutionnel il y a maintenant quelques années. Mais c'est finalement aussi comment on arrive à se donner des outils qui permettent en fait de modérer, alors soit d'orienter vers les dispositifs les plus efficaces, et on le voit en France où on est plutôt à la traîne par rapport aux autres pays européens sur la vente des appareils les plus efficaces. Pourquoi? Parce que si on prend sur le volet électrique, parce que l'électricité est moins chère que dans la plupart des pays européens, donc forcément, ça vous encourage pas ou ça vous incite pas à acquérir des produits qui soient plus performants, mais qui éventuellement à l'acquisition peuvent être un peu plus élevés, et donc coût est plus élevé. Et puis c'est comment on a des signaux aussi de long terme. Je pense, et la question par exemple de la contribution climat-énergie avec la trajectoire qui était donnée, finalement était un signal de long terme. Par contre, il y avait tout le problème de l'inéquité, ce qui a amené notamment le mouvement des Gilets jaunes, peut-être pas que, mais en tout cas tout le mouvement de redistribution qui est absolument indispensable. Merci beaucoup Stéphane. Ce sera du coup les derniers échanges de cet événement. Merci beaucoup également à Benjamin, Antoine et Marc-Antoine pour les présentations riches qu'ils nous ont délivrées ce soir. J'en profite pour vous repréciser, je l'ai dit en début d'événement, mais je le répète à nouveau, qu'il y a un espace de networking à la gauche de votre écran. Vous êtes invité à y rejoindre les différents speakers pour échanger avec eux à la suite de cet événement si vous le souhaitez.
Et j'en profite également pour conclure cet échange, de vous préciser du coup la tenue de notre prochain événement qui aura lieu le 22 avril prochain et qui portera du coup sur le financement de la transition des villes et des territoires. Merci beaucoup à tous.